Bonjour tout le monde. Donc bienvenue dans la nouvelle émission de Derrière le voile. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Florence Fouéré. Bonjour Hello Florence. Ludo, merci à toi. Alors Florence, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui vont nous regarder? Qui Mhm. es-tu? Qui je suis? Alors, j'ai 41 ans et demi. Je trouve que les demi à mon âge comptent encore plus qu'avant. Voilà, c'est pour ça que l'on parle. Je suis qui je suis? Je suis une femme, une maman d'une petite fille de 6 ans et demi, une entrepreneure depuis plus de 13 ans et je dirais que je suis une idéaliste pragmatique qui a à cœur de contribuer à l'amélioration du monde, par le biais de son activité entrepreneuriale. Voilà, pour faire court. Et ton activité entrepreneuriale, si tu peux en dire un peu quelques mots Oui, avec plaisir. Alors aujourd'hui, je suis justement en pleine refonte, en pleine restructuration parce qu'en 13 ans, eh bien des activités différentes, j'en ai eu, hein. Quand j'ai switché moi du monde du salariat, j'étais, dans les ressources humaines, mais on en parlera peut-être plus tard et petit à petit, je suis tombée dans le maquillage, l'esthétique, enfin voilà, plein de choses différentes et aujourd'hui, j'accompagne on va dire les particuliers, d'accord? Mais aussi les professionnels, et bien, à être un peu plus en phase avec leur vie, avec leurs projets. Donc les entrepreneurs à créer et développer une entreprise, porteuse de sens, porteuse de valeurs, porteuse de richesse à tout niveau. Et puis les particuliers à créer une vie qui leur ressemble un peu plus, notamment en déprogrammant, des croyances, des mémoires, en se séparant tout doucement de choses qui ne leur ressemblent plus. Voilà. Hmm. Merci. Alors le principe de Derrière le voile, c'est que bon, il y a plein de gens qui te connaissent, Oui. certains qui ont suivi tes formations, tes accompagnements, qui ont pu lire ton livre, te voir sur scène aussi, mais enfin sur scène en conférence, hein, pas sur scène en spectacle, pas encore. Mais justement, le but de Derrière le voile, c'est de venir un petit peu dévoiler ta vie de personne. Qui es-tu derrière ce qu'on connaît de toi? Donc, eh ben, on va revenir à ton enfance. Allons-y. Alors, allons-y. Alors, tu es né où? Je suis née à Decize, dans la Nièvre, dans le 58. C'est pas un département des plus reconnus et connus pour ses plages, pour tout ça. Non, il est pas extrêmement connu d'ailleurs, mais je suis née Hmm. là-bas. Et alors, comment c'était ta famille, ton enfance, l'ambiance familiale? Comment c'était cette enfance? C'était une enfance très heureuse, une enfance, je dirais, très simple aussi, très connectée, plutôt à la campagne, puisque j'ai quand même grandi alors de Decize, on en est parti rapidement. Ensuite, j'ai été, du côté de Beaune. Alors là, c'est déjà plus connu, hein, Beaune 21, voilà, hein, et puis, les vins. Et j'ai grandi vraiment à la campagne avec, mes grands-parents maternels qui étaient là, de temps en temps, que je voyais de temps en temps. Mes grands-parents paternels, un peu moins. Mon papa qui était pas mal en déplacement, mais que je voyais quand même très régulièrement et ma maman qui était, mère au foyer, donc que je voyais très, très souvent. Et donc moi, ma prime jeunesse, ma prime enfance, eh bien, c'était, de vivre à côté d'une ferme. Donc j'étais souvent, auprès des petits enfants de la ferme, vers les poules, les vaches, et cetera. Peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai voulu, Hmm. ravoir des poules il y a quelque temps. Mais c'était une enfance vraiment au contact, de la nature, de la simplicité, de valeurs quand même, hem, on va dire avec une éducation, tu vois, je fais ça, hein, une éducation, je dirais pas stricte, mais quand même avec des règles et une éducation que j'appellerais de patriarcale classique, tu vois? Comme on peut avoir avec un papa quand même qui tient les rênes et cetera. Je pense d'ailleurs que ça a beaucoup nourri, ce que j'ai pu développer dans mon entreprise par la suite, dans ce que j'ai exploré, de ce que j'ai voulu, transcender quelque part. Hmm. Et donc, une fratrie, des frères, des sœurs? Une petite sœur, enfin une petite sœur qui est, un peu plus grande que moi en taille, mais qui a 4 ans de moins que moi.
Héloïse, voilà, qui nous a rejoints 4 ans plus tard. Ça a été, je pense que ça a été quand même, enfin c'est pas je pense, c'est que j'en suis sûre parce que je l'ai vue, en thérapie par la suite, c'est que, son arrivée a été quand même un gros choc pour moi, qui avait l'habitude d'être, bien tranquille finalement, hein, en tant que fille unique, et cetera. Donc ça s'est très bien passé, on va dire, quand elle est arrivée, mais je suis devenue la grande, voilà. Je suis devenue la grande et je m'adresse à tous les aînés qui nous écouteront. Tout ce que ça peut engendrer, surtout à une époque où, c'est pas vieux, hein, une quarantaine d'années, mais c'est encore, on va dire, dans les normes, dans les standards. Il y a encore, l'aîné s'occupe du petit et cetera. Donc ça a pas été non plus le côté, on entend des fois des gens dire, «J'ai été la mère de ma sœur ou de mon frère et j'ai été le père, j'ai dû», non, moi j'ai pas eu du tout des parents démissionnaires, bien au contraire, mais je devais montrer l'exemple, l'emmener avec moi à des anniversaires, lui donner des choses même quand je n'avais pas envie. Il y avait vraiment ce côté de, je devais avoir un esprit finalement un peu adulte avant l'heure. Voilà. Mmh. Mmh. En Donc, bon 1 de l'énéagramme que je suis, hein, Ludo? donc plutôt un environnement familial assez sain, assez heureux quand même. Oui, 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 heureux, sain, soudé, voilà, soudé avec un papa qui grimpe, les échelons dans la même entreprise, à force de travail aussi, voilà, de travail. Il y a vraiment cette Mmh. notion de on n'a pas rien sans rien, il y a toutes ces valeurs aussi de la famille, du travail, voilà, quelque chose de très classique en fait, j'ai envie de Mmh. dire par rapport à la culture, française quoi, de cette époque en tout cas. Mmh. OK. Donc voilà, un berceau familial plutôt sain. Mmh. Après ta scolarité, est-ce Ma qu'il y a des choses scolarité. marquantes? Ouais, alors des choses marquantes. Moi, j'ai été une petite fille, oui, parce que j'ai pas forcément décrit quel type de petite fille j'étais, mais assez solitaire quand même, assez solitaire, assez introvertie, à créer des tas de choses, tout le temps, à avoir beaucoup d'empathie en fait. Ça bien sûr, hein, j'en ai pas conscience quand je le vis, mais c'est par la suite que je fais ce constat et donc une scolarité de, tu vois, un petit peu, comtesse de Ségur, petite fille modèle quoi, hein. Petite fille modèle qui réussit à l'école, voilà, qui en primaire est dans le trio de tête, et puis après qui continue sa scolarité, collège, lycée et cetera et puis prépa littéraire. Alors là, je suis plus dans le trio de tête, hein, prépa littéraire, ça devient un peu plus compliqué, mais voilà, je fais école préparatoire, et en fait, je dirais que je ne dépasse pas des lignes, je ne dépasse pas du cadre, tu vois? C'est même hyper important pour moi de ne pas dépasser, finalement, de répondre aux attentes tant de mes parents que des profs, que de la société en général, en fait. Et j'ai quand même, je pense quelque part mon exutoire, dans le dessin, voilà, dans le dessin, dans les créations que je peux faire, dans ma vie un petit peu, dans mon monde intérieur, dans tout ça. Mmh. Mmh. Donc en fait, tu pas trop eu de phase, toi, de rébellion par rapport à l'autorité, mais c'est plutôt une phase de finalement pas d'introspection, mais de bulle intérieure, quoi. Ouais, moi ma rébellion, c'est bien plus tard, Oui, ça arrive à un moment ou à un autre, de toute c'est façon. ça. Ouais. OK. Mmh. Donc voilà, une enfance normale, Classique, une ouais. adolescence, quand tu me dis c'est jusqu'au bac, quand tu parles préparation littéraire, c'est jusqu'au bac? La prépa littéraire, Ouais. Hippo-Cancan, c'est après le bac, donc jusqu'à mes OK. 20 ans, de 18 à mes 20 ans et puis après je continue, je fais une licence pluridisciplinaire en sciences sociales et puis je continue avec une maîtrise en administration économique et sociale, là du côté de Nancy. J'étais sur Dijon, pour les premières études, post-bac, après Nancy et je termine à Lyon avec les ressources humaines, avec un master RH. On appelle ça 3e cycle à l'époque. Mmh. Mmh. OK. Et là après, tu commences à travailler dans les ressources humaines. Je commence à traîner dans les ressources humaines et c'est là que l'adolescence finalement arrive, tu vois? Et j'ai plutôt 24 ans, 24-25 ans. Je suis recrutée, par une entreprise dans laquelle j'avais fait mon stage de fin d'études. Je vais faire un autre stage entre-temps et la première entreprise me rappelle en me disant: «On a un poste
en CDI qui se libère, un poste de gestionnaire RH, donc avec un périmètre de 150 personnes, hein, 150 salariés, donc Freudenberg, groupe allemand, et qui a une antenne à Langres. Et je précise, je prononce bien Langres, parce que quand je le dis rapidement, les gens croient Londres. Ils disent ah, génial. Alors Langres, c'est pas tout à fait Londres, mais ça a été génial. Ouais. Hmm. J'arrive à Langres, donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, vous voyez, c'est un peu plus haut que Dijon, un peu moins haut que Nancy. En tout cas, il fait froid. Et à part les deux grosses entreprises, Plastic Omnium et Freudenberg, euh, et les locaux, on va dire, voilà, je crois qu'il y avait ici une boîte de nuit à l'époque quand même, tu vois. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se retrouve à être une vingtaine, peut-être même une trentaine de jeunes entre 24, 25, 26 ans, parce qu'il y a eu toute une vague de départ en la retraite. Et donc, ils ont recruté des ingénieurs, des cadres RH, enfin voilà, des cadres d'un peu partout, des différentes spécialités. Et donc, on se retrouve cette bande de 30 jeunes, garçons, filles, 24, 25 ans. Donc, on bosse beaucoup la journée, mais les week-ends et certains soirs, eh bien, on fait la fête. Et là, je sens effectivement que l'adolescence que je n'ai pas vraiment eue, c'est à ce moment-là qu'elle se passe. Hmm. Et en tout cas, tu nous dis que tu as 24, 20, 25 ans à peu près, mais de toute l'adolescence et jusqu'à maintenant, tu nous as pas parlé de ta vie amoureuse. Oui, alors pareil, très sérieuse, vie amoureuse, on reste dans le cadre. Je sors avec un certain Arnaud, voilà. Si tu nous écoutes, Arnaud, je ne sais pas, mais sait-on jamais. Là, c'est juste après mon bac, en fait. Après mon bac, et je reste avec lui pendant 7 ans, quand même, de 18 ans, hein, quand je vous dis sérieuse jusqu'au bout. 18, 19, 20, 21, 22, ouais, c'est ça. Et à 25 ans, j'arrive à Langres et Langres vient déstabiliser beaucoup de choses, en fait, hein. Hmm. Donc pendant toutes mes études, même si j'ai navigué à Nancy, à Lyon, lui m'a suivi un peu à Lyon parce qu'il avait un job là-bas, etc. Mais cette vie amoureuse, elle reste. J'ai l'impression maintenant, quand j'y repense, hein, après coup, je me revois à 19 ans, 20 ans, 21 ans, faire le ménage on n'a pas d'appartement commun encore à cette époque-là, mais à quelque part reproduire, ce que j'ai vu faire chez mes parents, en fait, hein. Je reproduis, complètement ce que j'ai vu faire et donc avec une vie d'adulte, et à vivre comme une adulte assez jeune, quoi. Hmm. Mais j'arrive à Langres et là, tout fout le camp. Et donc, la langue, vas-y, explique-nous un peu. Donc, tu es jeune cadre Ouais, en RH. RH. Mmh. Tu es dans un lieu un peu, on va dire, un peu perdu Paumée, finalement. mais oui, 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 oui. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe? Rien qu'en le disant, je crois qu'il y a l'émotion qui remonte encore. Donc je vous contextualise quand même la chose. Vous imaginez une soirée, hein, revenez quelques années en arrière, ceux qui nous écoutent. Une soirée bien arrosée, d'accord? Et là, je crois que je reviens des toilettes parce que j'ai fait une surcharge d'alcool et puis je tiens pas forcément bien l'alcool à cette époque-là et pas forcément mieux depuis. Et je reviens et là, j'ai un de mes meilleurs amis, qui, me prend la tête entre ses 2 mains, qui me regarde droit dans les yeux et qui me dit: «Mais tu sais Flo, on t'aime quand tu es parfaite, mais on t'aime surtout quand tu fais de la merde». Et il me dit cette phrase-là, il me dit: «On t'aime quand tu fais de la merde». Et cette phrase-là, je crois qu'elle a été fondatrice. Non pas que derrière j'ai fait n'importe quoi, mais je crois que ça a été quelque part, ce que des coachs ou des thérapeutes ont pu me dire plus tard avec des phrases un peu plus, on va dire, un peu Plus plus soft? peaufinées, un peu plus psychologiques. Mais quelque part, cette phrase-là, elle voulait me dire: «Mais lâche quoi, tu as le droit d'être complètement toi-même, de pas être parfaite, et de toute façon, même quand tu es complètement imparfaite et même quand tu fais rien pour faire des choses bien, c'est comme ça qu'on t'aime, en fait». Et cette phrase-là, elle m'a fait un bien fou. Elle m'a fait un bien fou parce qu'elle m'a permis d'enlever une certaine pression dans toute cette énergie que je mettais à faire les choses bien, à pas me tromper, à marcher ma parole tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que j'avais fait très jeune finalement. Hmm. Tu Mmh. as le droit de sortir du cadre et de faire du hors-piste. Eh ouais, complètement, c'est ça. Mmh, Et donc là, tu découvres, ben voilà, tu découvres que tu peux aller en dehors du cadre. ouais. Et alors là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, à ce moment-là, dans mon esprit, bon, ça fait 7 ans que je suis avec la même personne. La suite logique, c'est qu'on peut-être on se marie, qu'on s'installe vraiment ensemble et cetera et sauf que sauf en l'espace de 24 heures, il y a tout ça qui vole en éclats, en fait. Je rencontre celui qui deviendra par la suite, bah, mon mari, qui est aujourd'hui mon ex-mari depuis peu, avec qui je suis restée presque 15 ans et qui sera le père de ma fille. Et donc, il est aux antipodes, il est aux antipodes on va dire, de l'image de mon père, aux antipodes de l'image de mon ex. C'est quelqu'un qui est très fêtard, qui est très libre, qui est très spontané et cetera et je crois que c'est ça qui m'attire chez lui parce que c'est ça que j'ai envie d'explorer chez moi, en fait. Mmh. Cette liberté qu'il a. Je me souviens parce qu'on travaille du coup, comme on est beaucoup, on travaille, alors moi sur un plus petit site, lui sur le grand site, mais on a des réunions des fois en commun et quand je le vois finalement parler à la hiérarchie, toujours respectueux, mais avec un esprit très, un peu frondeur et quand même, très libre en fait et je me dis: «Waouh, c'est possible quoi, ça marche» et je sens que ça vient chercher chez moi un appel bah, de sortir vraiment du cadre quoi. Mmh. Mmh. Mais je le fais dans ma vie perso, mais je le fais pas encore dans la vie pro. C'est pas encore suffisant, il me faudra quelque chose de bien plus fort. Mmh. Donc là, tu es toujours à Langres. Je suis Tu toujours à rencontres Langres, donc, le père de enfin, ouais, l'homme qui va devenir le Alexandre, père de ta fille. ouais. Donc là, à un moment donné, vous mettez ensemble? On se met ensemble, on sort tous les 2. Enfin non, on est toujours en coloc. Moi avec une amie et lui avec, l'ami dont je parlais de tout à l'heure et puis, bah, du jour au lendemain, Alex me dit: «Et si on allait vivre dans le sud-ouest?» Pourquoi pas? Donc, on est en 2008 là, on quitte tous les 2 nos CDI. Lui, il retrouve un CDI, et ben, dans la région de Langon, donc à 1 heure de Bordeaux. Moi, je retrouve un CDD, mais dans une grosse boîte, la SNECMA, Propulsion Solide, groupe Safran, l'aéronautique. Donc un poste moins généraliste, beaucoup plus, spécialisé gestion de compétences, mais avec, voilà, avec, on va dire, de manière assez facile, en fait. On avait des bons CV. J'avais forcément un CV sans trou, moi, donc tout était parfait. Et donc, on n'a jamais encore habité ensemble. Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble, mais bon, voilà, on modulait et cetera. Et puis là, ben, on arrive à Langon, on habite ensemble et très vite, et bien, je tombe enceinte. Voilà, je tombe Mmh. enceinte en août 2009. Tout va toujours très bien et puis en décembre 2009, eh bien, à l'échographie du second trimestre, là, on nous dit, bah, qu'il y a sans doute un souci. Et un gros souci, en fait, voilà. Sauf que, on n'a pas encore de rendez-vous bien définitif avec, on n'a pas encore une l'échographie, on va dire, spécialisée, donc on doit patienter encore un petit peu. Donc ce n'est que 15 jours plus tard qu'on fait l'échographie, décisive qui nous dira que notre, petite fille a une maladie létale, génétique, donc de laquelle on ne réchappe pas, donc il faut passer par ce qu'on appelle une IMG, une interruption médicale de grossesse. Et donc ça se fait par accouchement, par voie naturelle, comme un vrai accouchement, sauf que, bah, le bébé est plus petit et qu'on doit lui faire une injection, létale, bah, justement pour, avant sa naissance. Et ça, le tsunami, c'est celui-ci. Voilà, ça, Mmh. c'est le tsunami. Oui, parce que là, tu es enceinte déjà de 5 mois, à peu près? Ouais, bah, même de 5 mois et demi et quand Oui, j'accouche, j'en donc suis à 6 mois, ouais. oui, Mmh. voilà. Et Mmh. alors? Et alors, eh bien, c'est un énorme deuil à faire. C'est même, quelque part, quelque chose qui m'a j'ai fait de l'énergétique, je suis une chinoise par la suite et mon maître de l'époque m'avait dit: Tu avais perdu quelque part ton» comment il appelait ça? J'ai un trou de mémoire. C'est pas le chi, c'est ce qui nous traverse. C'est pas le Chang, mais j'ai un trou de mémoire. En tout cas, c'est l'âme. Il m'a dit: «Tu avais perdu ton âme» et c'est vrai que les photos de l'époque Le chêne, le non? chêne, merci, je le retrouvais plus. J'avais perdu le chêne et quand je regarde les photos, de l'époque, mon regard est vide, en fait. Mon regard, qui est assez pétillant est complètement vide à cette époque-là
Et là, il y a plein de choses. Alors d'un point de vue, professionnel, je prends mon CV, j'en fais une belle boulette, je la balance, et j'en fais un panier. Je décide de quitter, la boîte dans laquelle j'étais. Je romps mon CDD, je sais plus à l'époque comment ça se passe. Je sais que j'ai une amie qui vient prendre la suite. Elle quitte sa région de Moselle, Meurthe-et-Moselle, pour venir prendre la suite et elle a continué après. Mais moi, je ne retourne plus ni dans cette entreprise, ni dans le salariat. Et en l'espace de 3 mois, je monte un dossier pour créer mon entreprise, en micro-entreprise à l'époque, auto-entreprise, et je suis hébergée par une couveuse d'entreprise à Bordeaux, dans une activité de maquilleuse événementielle. Donc tout Mmh. ce que j'ai fait en parallèle, je parlais de l'option dessin tout à l'heure et cetera, mais j'ai pas parlé du fait que je maquillais beaucoup aussi mes amis et puis, pour des carnavals, pour des fêtes de village et cetera, je maquillais les enfants. Et ben c'est à ce moment-là, en fait, que je fais ce que je voulais faire à mes 18 ans. À mes 18 ans, après le bac, je voulais faire l'ITM, l'Institut technique du maquillage à Paris. Et mon père m'avait dit: «Écoute, tu sais, c'est pas très sûr comme voie, fais prépa littéraire et tu verras par la suite». Donc je reviens à mon choix et je crée mon entreprise dans l'événementiel, voilà. Mmh. Et en parallèle, eh bien, cette première IMG m'ouvre à ce que je dirais le monde de l'invisible, le monde du sensible. Hem, Quelque chose qui m'intéressait avant, mais de manière plus intellectuelle, là, j'y plonge de manière carrément, corporelle, en fait, hein. Énergétique, corporelle, c'est-à-dire que, hem, je voilà, je sens que je m'ouvre à d'autres perceptions qui sont beaucoup moins cartésiennes et que j'ai continué à explorer, depuis, en fait, qui sont un des fondements de ce que je peux faire aujourd'hui. Donc ça, c'est la Mmh. première IMG, voilà. Et puis il y en aura encore 2 autres, voilà. Une, 1 an plus tard, parce que ce qu'on croyait être une maladie génétique, à gène dominant, c'est-à-dire développée par le bébé lui-même, est en fait une maladie à gène récessif, donc que, mon ex-mari et moi avions transmis. Voilà. Mais en Mmh. l'absence d'antécédents familiaux, forcément, c'était passé, inaperçu. Donc, rebelote. Un peu plus d'1 an plus tard, 2e IMG, un peu plus tôt cette fois parce que quand même, il s'était préoccupé de se dire: «On sait jamais, on va faire une échographie, de contrôle un peu plus tôt». Et là, la 2e IMG, il y a une part de moi, autant dans la première, j'ai vraiment cette âme de maman à accompagner mon bébé jusqu'au bout, même pendant les 15 jours où je sais qu'il y aura plus rien, à continuer à bien faire, à continuer à manger des choses, pour éviter la toxo, enfin des choses complètement aberrantes. Mais avec cette envie de rester une maman quelque part qui fait bien les choses, parce que c'est comme ça, je pense, que je préparais mon deuil. Là, cette 2e IMG, je continue ça, mais il y a une forme de colère qui s'empare de moi et la peur surtout, la peur de me dire: «Je vais y laisser ma peau si, quelque part, si je donne pas un gros coup de pied dans la fourmilière, quoi». C'est une fourmilière intérieure, hein, mais hem, quelque part, de plus en plus, j'allais dire, je me marginalise. Pas de manière sociétale, mais dans ma manière de faire mon métier. Je me forme au maquillage énergétique, je reprends les études, je passe mon CAP d'esthétique pour avoir un passeport, de plus, on va dire, pour mon entreprise et hem et je creuse, en fait. Je creuse l'invisible, je creuse, le rapport au corps, le rapport aux émotions. J'entame beaucoup de thérapies, enfin beaucoup, en tout cas des thérapies très profondes, c'est plutôt ça, éthiothérapeute et cetera et j'explore le passé dans mes liens familiaux, j'explore, le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de mes grands-mères, dans la vie de mes arrière-grands-mères et cetera. J'ai besoin de comprendre autrement que par le seul, la seule raison, génétique, en fait. Pourquoi on nous Mmh. est arrivé ça 2 fois de suite et cetera et je crée voilà, dans mon entreprise, je crée des concepts, je dépose des marques, enfin, je suis très, très, très créative et j'explore l'humain. J'explore l'humain à travers l'esthétique, à travers l'énergétique, Mmh. à travers tous les outils, en fait. J'ai besoin de comprendre l'humain et à travers ça, besoin de me comprendre et puis, il y aura encore une 3e IMG, donc cette fois quand on revient en Bourgogne.
Voilà, ça sera, cette troisième IMG qui, me connectera vraiment à quelque chose de très puissant, de très profond, avec je pense des fréquences vibratoires jamais, retouchées depuis à ce niveau-là. Hem, Au moment, quelques moments avant l'expulsion, de voilà, l'accouchement, j'ai l'impression d'être, branchée au cosmos. Je vois des images, j'avais envie d'y rester, en fait. Et là, les sages-femmes arrivent en courant en me disant: «Il y a eu un problème sur le monitoring». Je sais pas et je saurais jamais exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Je sais juste que, j'ai vraiment été, connectée et branchée à des dimensions, parallèles. Voilà. Et je pense Mmh. que, ce jour-là, j'ai téléchargé des choses par rapport à Femina Quest, le concept avec lequel j'ai accompagné des femmes par la suite. Je pense que j'ai téléchargé des choses, ouais, d'une autre dimension, en tout cas, des choses qui m'ont vraiment touchée profondément, en fait. Et Mmh. j'ai vraiment accompagné cette âme, c'est ça aussi, j'ai l'impression de faire ma mission de passeuse d'âme, à laquelle je sentais que je me connectais depuis quelque temps et je sens que j'accompagne cette âme à vraiment aller dans l'autre dimension, quoi. C'est intéressant parce que, en fait, c'est comme si toi, tes IMG, elles te servaient de clé d'éveil. Parce que la première, tu quittes la voie toute tracée, qui était Mmh, professionnelle. C'est la première prise de conscience. La deuxième, bah, comme tu disais, tu prends une voie professionnelle, mais tu te connectes à l'invisible. Et la oui, troisième, c'est comme s'il y a tous les voiles qui pétaient pour que tu oui, puisses être vraiment dans ton authenticité, quoi. complètement et je pense que c'est cette troisième IMG qui a préparé ma maternité puisque Margot est arrivée enfin, je suis tombée enceinte, 9 mois plus tard après cette troisième IMG. Et aller dans la matière, c'était très compliqué pour moi jusqu'à là. La preuve, hein, c'est que symboliquement, bah, ces grossesses n'arrivaient pas à leur terme, alors pour des raisons génétiques, mais donc ça a préparé tout ça dans la matière, ça c'est sûr et c'est complètement vrai ce que tu dis que d'ailleurs j'avais une mentor qui m'avait dit, que quelque part ces IMG avaient été quelque part une sorte de quête initiatique pour moi et que tout passait par le corps et dernièrement, alors je n'ai pas vécu, une IMG, mais j'ai dû vivre une IVG. J'en parle là parce que, bah, je pense que c'est important pour moi de le dire publiquement et quelque part, eh bien ça, je sens qu'il y a une boucle qui s'est bouclée, Mm. parce que oui, je passe par le corps, pour venir intégrer des choses, mais je crois que l'époque, où ça devait passer par le corps et de manière très, émotionnellement dure sous forme d'épreuve quelque part, je pense que cette époque-là est révolue. Je pense que ça peut pour moi en tout cas, passer par le corps autrement que de cette manière-là. Je me suis inscrite à la danse dernièrement, j'en ai fait beaucoup quand j'étais plus jeune et je pense que c'est la suite pour moi. C'est-à-dire faire une sorte de, comment dire? C'est pas de deuil, mais un cycle s'est clos, je le sens. Un cycle s'est clos avec, le fait que tout devait passer par mon utérus. Voilà. Je pense aussi que ça passait par mon utérus parce qu'il y avait un gros nettoyage à faire, un nettoyage de mémoire ancestrale, un nettoyage de voilà, comme je disais, hein, j'ai eu une éducation très, très classique. Je fais partie des familles assez classiques. Donc qui dit classique dans nos vies, occidentales et françaises, dit des passés aussi avec, des viols, avec des incestes, avec, des non-consentements et cetera, hein. Ce sont finalement les drames les plus, partagés dans nos familles et je sens que c'est un gros, travail de nettoyage que j'ai fait à travers ces IMG aussi. Ouais. Mm. Mmh. Il y a une question qui me vient, c'est qu'est-ce qui se passe dans le couple? Parce que, parce que Mmh. trois IMG de suite, Mmh. normalement, souvent, quand il y en a une ou Oui, deux, un couple pète. Enfin, oui, très régulièrement, au bout d'une c'est IVG, 50 ouais. Mmh. et là, je me dis, ben voilà, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans votre couple? Qu'est-ce que ça vient Oui. bousculer? Alors c'est ça qui est assez, incroyable quelque part, parce que nous, c'est venu nous renforcer. Voilà. C'est-à-dire que,
au bout de la première, ça nous renforce. On a su plus tard, il y a quelque temps d'ailleurs, que nos familles, s'étaient dit, i c'est vrai, je tombais enceinte rapidement après, qu'on soit ensemble, donc notre couple, il était tout jeune, il aurait pu vraiment éclater en morceaux, quoi, hein. Et ils pensaient d'ailleurs, hein, nos familles pensaient que ça allait péter. Encore plus à la deuxième. À la troisième, ils se sont dit: «Bah, là, c'est complètement fini» et en fait, c'est tout le contraire. Au bout des 2 premières IMG, on s'est mariés. Après la troisième, on a acheté une maison ensemble et puis, et puis voilà. Donc en fait, ça nous a renforcés et je pense que ça nous a, renforcés autour d'un projet commun qui est devenu une forme de quête, en fait, une quête de couple, c'est réussir à avoir un enfant. Mmh. Mais une fois qu'on l'a cet enfant, une fois qu'on l'a, qu'on a idéalisé pas mal de choses, hein, parce qu'on aurait mis 7 ans finalement à l'avoir, Margot. Elle est là, ça se passe très bien. Je vis, ma fonction de maman, Alex vit sa fonction de papa et cetera. On oublie un peu notre couple quand même, voilà. Parce Mmh. qu'on sait qu'on est capable de le mettre un peu, entre parenthèses les premiers temps et puis Margot a une bonne vitalité, hein. Bon, en même temps, avec par où elle est passée, hein, le chemin avait été fait avant elle, mais il a fallu quand même qu'elle passe par des mémoires, hein, aussi. Donc elle a on va dire une bonne vitalité, le manifesting generator, hein, ça te parle Ludo? Voilà. Donc moi elle fait pas ses nuits pendant 3 ans et demi. Au moment où on arrête les siestes, elle les fait. Donc on s'est dit après on aurait dû arrêter la sieste bien plus tôt. C'était un peu un trop plein d'énergie et cetera. Hem et puis, ben, on commence à retrouver un équilibre et cetera, mais c'est comme si, c'est comme si en fait, notre quête, elle était terminée en fait. Notre mission était terminée. Notre mission à Alex et moi, c'était de réussir à enfanter en fait et notre couple fait beaucoup moins sens en fait après. Donc on continue à trouver, on va dire des centres d'intérêt, du plaisir dans ce qu'on fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Mais on devient un couple, quelque part plus, d'amis finalement, tu vois? Voilà, qui Oui, je sont connais. ouais, ouais et je dirais même, j'utiliserais même le mot de fraternel, tu vois? Comme s'il y avait vraiment un rapport, d'âme à âme très, ouais, très, très profond. On a vécu, parmi les choses les plus difficiles et confrontantes au monde, en fait. Donc il y a plein de choses qui nous semblent aussi illusoires, dépassées, à côté, tu vois? Voilà, c'est tout ça. Et puis lui, en parallèle, il quitte l'entreprise, dans laquelle il a passé les 5 dernières années pour créer son entreprise et puis finalement, ça se fait pas, il y a le covid qui arrive et cetera. Donc il se reforme, il retourne, à une autre formation et en parallèle de ça, en fait, le fait d'avoir imaginé qu'il allait switcher, créer une entreprise et cetera, il y a un, il y a un avant et pas un après qui est enfin, il y a un avant-après et pas un retour qui est possible. C'est-à-dire que dans sa tête, il met fin à toute une manière de vivre, en fait, un standard de vie où il y avait le papa, la maman, l'enfant, le salariat et cetera. Tout ça, ça part en éclats et forcément le couple part en éclats aussi, voilà. On en a beaucoup, beaucoup parlé. Je crois qu'on aurait pu faire, un un livre à 3 tomes parce qu'on a toujours beaucoup parlé, donc on a essayé d'ailleurs même de vivre, autrement, peut-être de continuer ensemble dans des maisons séparées et cetera. Mais voilà et les derniers événements ont fait que, non, notre histoire, elle est vraiment terminée. Mais ça a Ah. été, un détricotage, c'est-à-dire qu'on a terminé comme on a commencé, en fait, voilà Mmh. et ça a été un détricotage, vraiment maille après maille, émotion après émotion, douleur après douleur et malgré tout, l'amour en fond de toile, quoi, ou en toile de fond. Mmh. Bon après tu nous disais qu'après la 3e, IMG, il y a Mmh. quand même Femina Quest qui arrive. Parce que là, c'est Alors, un tournant aussi, enfin une ouais, évolution, mais pour moi, il y a un changement quand même. oui. C'est pas après la 3e émi alors je sens que je télécharge un truc là, mais c'est pas là que ça prend matière, c'est après Margot. Donc et d'ailleurs ce qui est très marrant, c'est que Femina Quest me tombe dessus au moment où j'arrête d'allaiter Margot. Mmh. Genre, je vais pas dire 48 heures après, mais enfin c'est l'ordre de 3 semaines, 3 semaines, un mois. J'ai les premiers archétypes qui arrivent et je me mets à rédiger 30 pages comme ça en me demandant ce que je vais faire de tout ça
Et puis je comprends que bah, c'est effectivement quelque part, c'est un concept d'accompagnement à devenir soi pour les femmes, à enlever des couches de croyances, etc., avec un parcours en 7 étapes, avec des archétypes. Et je comprends aussi que c'est ni plus ni moins que le trajet que moi j'ai fait, mais modélisé en fait. Voilà, Hmm. modélisé. Mm. Donc oui, Femina Quest, là, il se passe un gros gap parce que alors je le teste, on va dire, en atelier, en présentiel, voilà, archétype par archétype, sur Dijon à l'époque. Et puis je me dis, il faut que j'en fasse, donc j'en fais un livre, j'en écris un livre que j'auto-édite, et en parallèle, je vais en faire un programme en ligne. Et ce programme en ligne, je le lance, il est opérationnel au moment où on est confiné, en mars 2020. Et là, je me dis, bon, ok, c'est la fin. Et non, en fait, c'est que le début parce que là, ça explose. Quand tout le monde est à l'arrêt, moi, en fait, j'avais juste préparé la suite, en fait. Et tout le monde est à l'arrêt et donc ça s'inscrit, ça s'inscrit. Et les 2 mois où tout le monde se dit qu'est-ce qu'on va faire, etc., moi, j'ai du boulot par-dessus la tête, quoi. Hmm. Voilà, et donc c'est Femina Quest qui arrive avec son programme en ligne, avec différentes choses, avec une communauté qui se construit, avec des week-ends en présentiel, on fait aussi un clip, on fait un court-métrage avec Il était une fois le bas, avec 30 personnes, pas que des femmes, des hommes aussi. Donc c'est toute l'aventure Femina Quest qui évolue et qui aujourd'hui, avec le grand tournant que j'ai opéré de ces derniers mois, ces dernières semaines, eh bien, quelque chose qui va rassembler les hommes et les femmes, les entrepreneurs et les Hmm. non-entrepreneurs. Donc voilà, comme un gros rassemblement de qui je suis et de ce que j'ai pu faire. Et justement, quand t'as Femina Quest qui, voilà, le confinement qui explose, enfin, il se passe quoi à l'intérieur de toi à ce moment-là? J'ai cette, euh, j'ai cette fulgurance de me dire, ça y est, j'y suis. Ça y est, j'ai commencé en 2010. Donc là, on est en 2020 et ça fait 10 ans et je me dis, j'ai quand même galéré, ça n'a pas été toujours évident. Alors même si entre-temps, j'ai eu un institut, ça tournait, voilà, mais j'avais pas l'impression d'être exactement là où je devais être. Avec Femina Quest, j'ai cette sensation de me dire, je suis là où je dois être. C'est ma mission, c'est ça. Et j'ai l'impression d'être dans une forme de réalisation personnelle, professionnelle, une forme d'aboutissement. Voilà. Avant que je comprenne que ce n'est que l'aboutissement d'un cycle et qu'il y en a un autre qui redémarre pas très longtemps plus tard. C'est la première, en fait, c'est comme si tu étais enfin sur ton vrai chemin, mais c'est que la Oui, première marche. exactement, c'est ça. Oui, Et en même c'est. temps, tout ce que j'ai fait en amont avec le maquillage, avec l'esthétique, avec l'énergétique, je sens à quel point c'est tout ça qui a donné lieu en fait à Femina Quest et à qui je suis. Que c'est ça qui me donne cette faculté aussi à comprendre mes clients, qu'ils soient particuliers, qu'ils soient entrepreneurs. Pour les entrepreneurs, parce que j'ai expérimenté tellement en amont que je sais ce qui fonctionne, je sais ce qui fonctionne pas. Enfin, voilà, il y a vraiment ce côté-là. Et pour les particuliers, j'ai développé une telle, on va dire, subtilité dans mon analyse des blocages que je vais droit au but aussi. Donc, ces 10 ans, en fait, ils ont été juste nécessaires, quoi. Hmm. Et ça, pour l'ancienne perfectionniste parfaite, celle qui veut tout faire parfait que je suis, de comprendre à quel point, euh, en fait, l'échec est contenu dans la réussite et que surtout la vie et la réalisation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, n'est pas une ligne continue, mais c'est bien une succession de cycles. Ça aussi, euh, pour vraiment la personne en quête de passionnée idéaliste que je suis, ça vient mettre de l'apaisement et enlever une certaine forme d'urgence, en fait. Tu vois, une certaine forme d'urgence dans les choses. Parce que j'ai été drivée beaucoup par l'urgence pendant une grande période de ma vie. Hmm. Et après Femina Quest, ça évolue aussi. Après Femina Parce que. Quest, il y a vraiment cette envie, ouais, de me spécialiser auprès des entrepreneurs, parce que tout comme j'ai transmis avec Femina Quest finalement ce que j'avais, on va dire, traversé,
en faisant un condensé pour que justement, éviter les écueils et puis surtout de perdre du temps, je fais finalement la même chose avec la Next Step Academy. Je mets dans un seul lieu, et avec, 9 modules et des expertes qui interviennent à mes côtés, 9 expertes, et bien la possibilité d'aller droit au but aussi par rapport à comment on crée son concept, comment on crée des offres, comment on gère son entreprise et cetera. Donc là aussi, c'est une forme de transmission de ce que j'ai pu explorer, pendant toutes mes années d'entrepreneuriat pour faire gagner du temps aussi, à mes clients. Voilà. Mon fonctionnement est toujours un peu similaire en fait. C'est j'explore, j'expérimente, je transcende, je transmets. Voilà. Et dans ce qui est en train de je peux le dire là, ça va s'appeler Quest. Ouais, Quest. Donc, parce que Femina Quest et parce que la quête d'eux, c'est quelque chose qui m'anime et ce quest-là, il va chapeauter Femina Quest et d'autres choses en fait. Hem, pour moi, ça va être une sorte d'institut d'exploration du monde de demain qui va rassembler les pionniers en fait, les gens qui ne renient pas leur passé, leurs racines, mais qui font un travail de nettoyage, qui font un travail de compréhension et puis qui veulent participer activement à la construction du monde de demain. Donc il y aura des propositions, ouais de fonctionnement ensemble en fait. Vraiment l'envie de contribuer à plus large échelle et cette fois sans séparer les hommes des femmes, sans séparer les pros des non-pros et cetera. C'est vraiment un travail de rassemblement et plus seulement de transmission parce que, je sens aussi qu'avec ce grand cycle qui a pris fin, je suis sur la queue de poisson, mais je sens encore quand même que c'est là. Je disais explorer, transcender, transmettre, mais il y a quelque chose de très, très yang là-dedans et de très aussi, fatigant, c'est-à-dire j'ai la tronçonneuse et j'y vais. Allez-y maintenant que le passage est fait, vous pouvez y aller, tu vois? Et j'ai envie de beaucoup plus de douceur pour moi, tout comme je disais tout à l'heure que les IMG et cette dernière IVG qui a clôturé, bah, ma vie avec mon ex-mari. Quelque part, voilà, j'ai compris que ça pouvait être aussi plus doux et que j'avais plus forcément à me faire vivre ce genre de choses, que ça pouvait passer par le corps, mais peut-être par la danse, par des choses, tu vois, de cette nature-là. Et donc dans cet institut du monde de demain, eh bien, il va vraiment y avoir, cette notion aussi d'exploration par les membres, voilà. Moi, je vais être là en soutien, mais je vais être là aussi à côté. Je vais pas être là forcément devant. Sur certaines choses, oui, mais pas sur tout. Et c'est vraiment ça, ce côté où la verticalité rejoint l'horizontalité qui aujourd'hui me parle dans une posture qui est plus douce et je pense à laquelle aspire, de plus en plus de monde. Je pense qu'on en revient de ce côté, ce que j'appelle starification dans l'entrepreneuriat où, il y a le guide qui est devant et avec toutes les dérives que ça peut avoir. Je sens à quel point le monde aspire à une horizontalité. Voilà. Hmm. Mmh. Ben, ça va être un beau programme. Mmh. Je suis Ouais. curieux de découvrir ça. Oui et tu vois, encore une fois, je te parlais de l'urgence tout à l'heure qu'avant, dès que j'avais une idée, un concept et cetera, il fallait que ça aille vite et là, ça fait 3 mois déjà que je suis dessus et tu vois, c'est peut-être la première fois que j'en parle publiquement de Quest, alors que ça fait un moment que j'ai le nom, ça fait un moment que j'ai les pièces du puzzle et je prends mon temps. Voilà, je suis plus dans l'urgence des choses comme avant. Je me suis yinisée au fil des années et des décennies. Mmh. Hmm. Ben, merci, Merci à Florence, toi Ludo. d'avoir dévoilé un petit peu ton chemin de vie. Mmh. Bah, merci à Hmm. toi. J'avoue que retracer tout ça, le condensé de sa vie en 3/4 d'heure, enfin 50 minutes, bah, c'est une belle expérience. Ça amène beaucoup de clarté aussi et ça permet ouais, de faire le chemin sur tout ça, de se dire: «Ouais, il s'est passé tout ça quand même». Donc Hmm. je te remercie beaucoup. En tout cas, merci à toi d'avoir joué le jeu, d'avoir osé.
Bah, merci à toutes les personnes qui suivent ces interviews. Et puis, si vous aimez, n'hésitez pas à liker, partager, dites à vos amis que ça existe. Mmh. Mettez des petits cœurs partout, c'est génial. En tout C'est un cas, super bah, je vous format. souhaite, Mmh. ouais, je vous souhaite une belle journée. Et puis, je vous dis au revoir et aux prochaines interviews alors. Au revoir et merci Ludovic. Merci à toi, Florence. Au revoir, tout le monde.